sur cette chaîne. Merci à BGC Toscane, agence conseil en communication, de soutenir ce programme. Aurélien Rougerie est notre invité. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau mon invité. Aurélien, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tu as l'air reposé. Ah oui, c'est une bonne nouvelle ça. Après les fêtes en plus c'est parfait quoi. Voilà, non mais je veux dire par là que tu as l'air peut-être plus détendu qu'il y a quelques semaines. Ah évidemment, il y a beaucoup moins de pression de résultats, de tension voilà, au quotidien, donc de performance, etc., etc. Même si dans le fond on reste quand même aussi assidu et adepte de la performance, on est quand même un peu plus cool, ouais. Tu fais quoi aujourd'hui? C'est quoi tes missions? Aujourd'hui, je suis chargé de recrutement au sein du club. Donc j'ai proposé au club, et notamment au président et aux entraîneurs principaux, de créer une cellule de recrutement pour essayer de perdre un minimum de temps pour éventuellement recruter des joueurs qui feront les beaux jours du club demain. D'où est venue cette idée? Est-ce parce que toi-même, ils avaient pris trop de temps pour te recruter ou tu t'es aperçu que quand un joueur commence à partir, on ne va pas assez vite? Pas du tout, mais c'est vrai que j'ai une relation, les deux, trois dernières années, j'ai une relation avec des entraîneurs qui ont été beaucoup plus étroites, beaucoup plus sympas. Donc voilà, la proximité était là et je voyais les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, ce qui pouvait être vraiment embêtant au point de vue du recrutement. Et donc l'idée a germé. J'en ai parlé vivement avec Franck, Franck Azema. Avec Franck Azema, qui m'a encouragé dans cette voie-là. Et donc voilà, après avoir proposé ça s'est tout doucement acheminé sur un bon programme en 3 points. Si tu veux, je te fais rapidement l'article. Avec plaisir. Donc mon fil rouge, le premier point, c'est de créer une base de données pour récolter un maximum d'informations sur des joueurs qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu et qui vont être sur le marché ou qui sont déjà sur le marché et qui pourraient faire les beaux jours demain du club. Le deuxième aspect, c'est essayer de m'entourer ici en local de toutes les infrastructures, mettre en avant bien sûr le club et ses infrastructures, mais aussi toutes les institutions, l'administration qui est parfois un peu longue, un peu difficile en France, donc bien sûr les banques, les agences immobilières, tout ça, dans le but évidemment d'aider et d'accompagner le joueur qui va arriver de jeunes saisons. L'accompagner lui et puis sa famille. Et sa famille bien sûr, ouais. Et accompagner lui et sa famille. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros boulot. Bon, heureusement, on n'a que peu de personnes chaque année qui arrivent. Donc voilà, c'est plus facile pour moi de prendre les rendez-vous. Voilà, c'est pas de l'assistanat non plus, on prend les rendez-vous et après ils prennent leurs décisions personnelles. Et c'est là où ma mission s'arrête et l'accompagnement se termine. Et finalement, le dernier point, c'est voilà, s'il y a un problème quelconque, je suis là évidemment c'est un peu la conciergerie de luxe, ce que j'avais baptisé. C'est pour accompagner le joueur, pour qu'il puisse vraiment respecter les temps d'entraînement, la performance, et puis ces temps de repos, vraiment qu'il puisse se reposer. Profession, chef d'entreprise? Aurélien Rougerie, tu es devenu chef d'entreprise? Ouais, mais grâce à quelques copains aussi d'enfance, assez tôt, puisqu'on a entrepris il y a bien longtemps, et on a déjà revendu une structure qui nous était un peu pesante aujourd'hui au quotidien, puisque c'était une société de nettoyage, et puis dont on s'est séparé, et puis aujourd'hui je suis toujours investi plein fer au H-Park, donc voilà, c'est une très belle aventure. Un restaurant du côté de la Pardieu. Comment t'es-tu préparé, Aurélien, à passer d'une vie à une autre, d'un monde à un autre, même si forcément tu demeures Aurélien avec toute la médiatisation qui va autour, mais comment on passe d'une enveloppe, d'un costume à un autre? Écoute, je crois qu'il fallait tout simplement rester les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et puis le fait de pouvoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de pouvoir faire ça en parallèle, ça m'a aussi beaucoup aidé, puisque faire face évidemment à ce qu'on peut appeler un peu la vraie vie, donc avec tous ces défis de gestion, que ce soit de personnel ou bien sûr de biens, d'URSSAF, de taxes et autre chose, c'est tout à fait d'actualité. Tout ce dont la France Tout ce dont la France rêve, c'est ça, voilà. Ou à ses mystères, ses inconnus. Donc ça m'a permis aussi de garder les pieds sur terre et de continuer à mener les deux de front. Ça fait 2 fois que tu parles d'avoir les pieds sur terre. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est sportif de très haut niveau comme toi, il y a des sportifs de haut niveau et des sportifs de très haut niveau, on peut très vite très vite non, mais je viens de t'évoquer ma mission aujourd'hui, c'est de mettre le joueur avec le plus de facilité possible pour qu'il puisse performer sur le terrain le week-end, qu'il puisse s'occuper de lui et de sa performance. Donc voilà, on peut vite perdre un petit peu de vue ce que c'est vraiment de travailler, puisque c'est un métier passion pour nous. Et moi je dis souvent, j'ai 38 ans et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir déjà travaillé.
Donc c'est ça, on prend beaucoup de plaisir. Et donc il ne faut pas non plus se couper du monde et garder la tête sur les épaules. Ouais. La reconversion, on vous en parle à l'ASM, on a fait un sujet dans une autre collection, la collection Vue d'Auvergne, avec le président Éric de Cromière, qui est venu justement au Château d'Effiat nous dire à quel point c'était important pour lui que les joueurs comprennent que un jour, le star system du terrain s'arrêtera. Toi, tu as commencé à en parler. À quel moment, et chez toi, même avec ton épouse, tes enfants, vous avez abordé la question de quelle manière? J'en ai abordé plutôt avec des amis qui m'ont sollicité pour faire quelque chose. Alors j'ai réfléchi, bien sûr, j'en ai parlé à ma femme et pas à mes enfants, parce qu'ils sont encore petits. J'en ai parlé à ma femme qui était assez d'accord, donc de toute façon rien ne se faisait sans elle, donc évidemment. Et puis voilà, donc c'est parti assez vite comme ça, mais c'est vrai qu'au sein du club, on incite beaucoup, il y a beaucoup de formations qui sont proposées pour l'après, donc des formations toutes bêtes, finalement, de langue, où là les étrangers sont obligés de prendre des cours de français, et où les Français peuvent aussi prendre des cours d'anglais, mais ça va de là jusqu'à vraiment l'accompagnement en école supérieure de commerce ou ce genre de choses, ça peut aller très loin. Je vais te poser la question différemment. Pourquoi être resté à l'ASM? Parce que cette structure, tu aurais pu la proposer ailleurs, en France, à d'autres clubs. Pourquoi vouloir conserver ce lien avec l'ASM et peut-être Clermont-Ferrand indirectement? Finalement, on peut comparer ça un peu à une histoire d'amour. J'ai toujours grandi au club. Ils m'ont donné toute cette éducation rugbystique qui a fait ma vie par la suite. Donc je crois que le point était à l'équilibre et j'avais envie de donner encore à ce club que j'aime tant. Et voilà, donc c'est tout simplement une histoire d'amour qui continue et c'est une belle histoire. Donc je vois pas pourquoi l'herbe serait forcément plus verte ailleurs. Donc j'étais content de pouvoir proposer ça, qui manquait aujourd'hui au club. J'espère le mener à bien et peut-être rebondir sur d'autres choses. En juin de l'année dernière, donc en 2018, il y a ce moment formidable où 18 000 personnes entonnent un chant. On a tous quelque chose d'Aurélien Rougerie, en hommage aussi à Johnny, décédé quelques mois avant. Mais là, on a tous chanté. On a tous quelque chose d'Aurélien Rougerie. T'as ressenti quoi, toi? Beaucoup de fierté, parce qu'évidemment il y avait mes parents, mon épouse et tous mes amis dans la tribune. Donc voilà, et puis j'étais content aussi pour mes partenaires, même si on avait fait une saison qui n'était pas tout à fait aboutie. Je savais que le club reste de façon pérenne dans l'élite et en haut du tableau. On le voit encore aujourd'hui où l'équipe tourne très bien. Donc ça c'était important pour moi de partir comme ça. Très modeste Aurélien Rougerie, je l'ai souvent interviewé, tu es toujours très modeste et pourtant tu as gravi les échelons. Et ce que je veux dire par là, en rappelant que je te connais un petit peu, pas en tant que journaliste sportif, mais autrement, on te parle de toi et tu réussis à parler du club. Parce que c'est toute ma vie et je ne suis finalement qu'un pion dans tout l'échiquier. La star aujourd'hui c'est l'équipe, c'est pas Aurélien Rougerie, Morgane Parra ou d'autres. Voilà, on n'est que des joueurs et bien sûr on essaie de hisser l'équipe et les couleurs auvergnates au plus haut niveau, mais l'un sans l'autre, on n'est rien. Donc il faut pas l'oublier. Tu vas concourir à faire venir de beaux talents, si j'ai bien compris, sur des aspects très techniques dont les joueurs ont besoin, parce que ce sont des hommes, ils ont autour d'eux leur famille, on l'a dit, donc tu vas organiser tout ça, tu vas t'occuper de tout ça. Que vas-tu leur dire à toutes ces futures stars du monde rugbystique auvergnat? Qu'est-ce qu'on leur dit? En général, on essaye de mettre en avant, bien sûr, les infrastructures du club qui sont toujours plaisantes, et puis on met en avant, moi ce que je fais en premier, c'est que je mets en avant la frénésie, les supporters qui viennent au stade tous les dimanches, que ça gagne ou que ça perde. Quand on voit encore un stade plein le week-end dernier et l'année dernière, alors qu'on avait des résultats qui n'étaient pas brillants, tous les week-ends le stade est quasi plein, donc ça c'est formidable, et tout joueur de quelque horizon que ce soit, je crois, aime jouer dans un stade plein devant du monde, donc c'est toujours bien. Ça me rappelle une réponse, j'avais posé la question sur Vue d'Auvergne, j'avais posé la question à Jean-Pierre Romeu, de lui demander ce qu'il ressentait quand il entrait dans le stade. On avait fait cette émission ensemble, souviens-toi aussi, avec Stanley Benson, et Jean-Pierre Romeu disait ce stade est particulier parce que l'on gagne ou que l'on perde, le public est là pour l'ASM, et le public est là aussi pour les autres qui viennent
jouer. C'est ça, parce qu'on a la chance d'avoir un public connaisseur du rugby. Les gens ne viennent pas juste pour passer un moment le dimanche après-midi ou le samedi soir parce qu'il y a tout le monde. Non, on a un public qui connaît le rugby et qui sait de quoi il parle. Et en général, nos échanges sont basés sur des choses assez pointues et c'est là où j'ai pu me rendre compte vraiment de la férocité de défendre les couleurs du club, bien sûr, et puis du côté pointu aussi de chacun. Esteban, un plan large, s'il te plaît. Ah, j'ai encore 2-3 réflexes. T'as 2-3 réflexes. Il est très bon. L'inverse, je suis pas sûr que ça aurait marché. Je vais essayer. Ça devrait marcher. Il est beau, mon petit ballon. Hein, il est beau. Il est vieux, tu me l'as fait remarquer. Il est pas tout jeune, ouais. Oh, mais non, Aurélien, 38 ans. Bon, le ballon, le rugby, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a tout dit sur toi, plusieurs fois vainqueur du championnat de France, vainqueur du challenge européen en 2007 avec la SM, bien sûr, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001, finaliste de la Coupe d'Europe en 2013, 2015, 2017, toujours avec la SM, finaliste du championnat de France en 2001, 2007, 2008, 2009, 2015 et finaliste du challenge européen en 2004. Tu pensais avoir cette carrière ? Non, parce qu'au départ, je m'amusais beaucoup, enfin même après, au départ on joue pour s'amuser, c'est ce que je dis à mes enfants aujourd'hui, je dis voilà, prenez du plaisir, amusez-vous, le jour où ils prendront plus de plaisir dans ce qu'ils font, il faudra qu'ils fassent autre chose, tout simplement. Donc, oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, pour moi je vis pas mon truc à travers mes enfants, donc s'ils n'ont pas de plaisir à aller, que ce soit au foot, au rugby ou n'importe quel sport, il faudra qu'ils fassent autre chose. Donc tu t'associes à cette pensée du philosophe René Char qui disait qu'il faut avoir des rêves et les vivre coûte que coûte. Ah ben ouais, coûte que coûte, ou en tout cas essayer de les vivre, pourquoi pas. Après, au niveau philosophie, je suis peut-être pas vraiment pointu, mais ouais, c'est en tout cas c'est ma façon de vivre et tant que ça me mène comme ça, je suis content, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu es plus calme, plus libre. Ouais. Tu passes ton temps, alors bien sûr tu bosses, on l'a bien compris, ouais. Mais tu te ressources comment ? Je me ressource, j'ai pas mal d'activités, pas mal de hobbies que j'aime bien faire. Déjà passer un peu de temps avec mes enfants, donc voilà. Bricoler. Bricoler un petit peu, ouais. Tu sais pourquoi je dis ça ? On s'est vu un jour dans un magasin de bricolage tous les deux. Ouais, c'est ça. Ouais, je bricole un peu, donc ça me détend. Des fois, il faut faire attention parce que des fois ça fait un peu mal, donc il faut bricoler doucement. Mais non, ouais, j'aime bien bricoler, j'aime bien faire aussi de mes mains, c'est pas mal. La cuisine ? La cuisine quand j'ai le temps et j'avoue que je sais pas faire donc j'apprends tout doucement, je m'y mets, voilà. Madame me donne des conseils, quoique elle est assez limitée aussi. Et puis après maintenant il y a des... elle va être contente. Ouais, elle va être contente, mais en même temps c'est la vérité. Je suis désolé, c'est quoi son prénom ? Amandine. Amandine, je suis désolé, je ne l'ai pas forcée à dire ça. Non mais bon, elle en est consciente. Non mais c'est bien quand on a du temps, justement pour les fêtes, là on s'y est mis un peu et on a demandé quelques conseils aux grands-parents, aux chefs cuistots qu'on a à droite à gauche, donc c'est bien, c'est parfait comme ça. Des voyages ? Des voyages, oui. Prochainement d'ailleurs. En projet, donc c'est bien aussi, c'est un projet toute une vie, un rêve d'enfant je crois, pour tous les enfants, c'est on va partir au Kenya faire un safari. Donc absolument pas d'armes à feu ni quoi que ce soit, on y va pour photo, contempler, exactement, passer un moment, contempler les animaux et passer un moment là-bas. Toi qui es un des hommes français les plus photographiés, t'aimes bien photographier toi-même ? Pas vraiment, mais c'est vrai que ça reste un beau souvenir. D'y aller tout seul, franchement, ça m'aurait fait plus de peine, mais là, vraiment, partir avec les enfants et madame, je suis vraiment excité, ouais, ça va être un bon moment à partager ensemble. C'est pratiquement la fin de l'entretien, mais avec toi, ça passe toujours tellement vite. J'ai une dernière question qui concerne plus la place de Jaude. La place de Jaude que tu fréquentes, bien évidemment, et tu fais partie de ceux qui ont rempli à 2 reprises la place de Jaude à travers... 40 000, 45 000 personnes, on ne comptait plus parce que les systèmes de sécurité, il ne fallait pas qu'on dise la vérité. On était au moins à 45 000 personnes de place de Jaude. Grâce à toi, quand tu la traverses aujourd'hui, et ton équipe, quand tu la traverses aujourd'hui cette place, tu ressens quoi par rapport à tous ces beaux titres que tu nous as ramenés, que vous nous avez ramenés ? Ouais, voilà, je préfère, c'est mieux. Non, c'est toujours un peu gênant de dire que, mais c'est encore une fois, c'est une immense, je vais me répéter, mais c'est une immense fierté d'avoir pu. Des fois, quand je me mets au milieu, même quand je traverse, je me mets au milieu, je fais le tour comme ça, je dis. C'est quand même grand, donc il y avait quand même beaucoup de monde. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moment, c'est des moments, le premier et le deuxième bien sûr, mais le premier surtout, ça a été un moment inoubliable.
d'arriver le bus en sens inverse sous le pont de Jaude et de voir cette place pleine, bondée de jaune et bleu, c'était un moment tout à fait particulier. La première fois que tu as assisté à un match de cette saison, sans être donc joueur, tu as ressenti quoi? C'était quel match déjà? C'est une bonne question. Je sais pas. Comme quoi ça m'a pas trop marqué, ça m'a pas trop embêté, non. Non, mais je crois que, pour revenir là-dessus, je crois qu'il faut aussi dire que c'était le moment d'arrêter, quoi. J'en avais marre aussi. J'étais à bout physiquement, j'avais mal au dos, mal aux jambes, partout. La fameuse grosse blessure, là, elle est toujours là? Le matin, dur, donc voilà, ça commençait à... Et puis je voyais les jeunes qui, morts de faim, qui commençaient à courir plus vite, à aller plus fort, donc je crois que c'était le moment de laisser la place. Et c'est très bien comme ça, c'est pour ça que j'ai pas eu de... Je suis allé au bout du bout et voilà, ça m'a pas été marquant, le premier match sans moi, dans les tribunes, avec la larmichette dans un coin du stade, non, c'était pas du tout ça, donc voilà, et aujourd'hui je regrette pas du tout, et je suis très content d'avoir pu me livrer à corps perdu dans mes activités d'aujourd'hui. Calimero, c'est pas du tout toi? C'est pas trop mon genre, non, donc voilà, on essaiera de se plaindre quand on sera soit mort, soit vieux. On verra. Merci en tout cas Aurélien d'être passé par nos studios de BGC Privé, programme soutenu par BGC Toscane, agence conseil en communication. Et on te souhaite beaucoup de réussite dans cette nouvelle aventure professionnelle, toujours avec l'ASM, mais qui va te permettre de vivre d'autres choses. C'est ça, merci Marc. Merci.